avancées qu'on a eues dans nos derniers numéros en matière, oui, en matière de production philosophique ou romanesque du Zola Engels. Si vous êtes partant, j'aimerais bien, pour ce 83, sur un ton d'ensemble plus poétique, un numéro davantage poétique et axé aussi sur que vous aurez l'occasion d'en juger en cours de route, axé aussi sur quelques raretés littéraires et pas seulement. Le premier livre qui va apparaître à l'écran dans ce numéro 83, je ne vais faire pour ainsi dire aujourd'hui que vous le montrez, le présenter, vous signalez sa parution. Je vais vous lire aussi le texte d'ouverture, le premier poème de ce recueil. Assurément, ça restera un des moments forts de cette année 2026 pour les traductions de poésie dans notre langue. Et c'est là, il aura fallu attendre plus d'un demi-siècle pour pouvoir la lire traduite dans notre langue. Vous avez, comme d'habitude, je vous donne le nom de la dame qui s'est occupée de ces traductions. Ce sera avec toutes les références des bouquins, comme d'hab, de tout ce dont il sera question dans ce numéro. Il faudra aller pour cela, bien sûr, en partie description. Vous aurez le nom de la traductrice. Plus d'un demi-siècle, oui, avant de la voir enfin en français. Elle était notre poétesse originaire, tout comme H.P. Lovecraft de la Nouvelle-Angleterre, mais pas de Providence, de Newton. Elle avait vu le jour, oui, le patelin où elle est née, ça s'appelait comme ça, Newton, dans le Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Et je vais vous lire, ce ne sera pas évident. Je vais faire de mon mieux. Le poème, c'est le quatrième et dernier de cette édition, de cette première édition, en traduction française de son œuvre poétique. Et le poème s'intitule Rue de la Miséricorde. Permettez, je les enfile. Oui. Rue de Mercy Street, dit avec ma mauvaise prononciation anglo-saxonne, traduit de l'anglais, États-Unis, américain. Et ce texte, comprenez pourquoi, oui, on va oublier, pour ce qui est de vous proposer une lecture dans le texte en langue originelle. Avec votre serviteur, on va oublier ça. Ça débute comme ceci. Il est fait mention de l'égir. Commencer l'égir. C'est le premier poème de ce recueil. Et 45 rue de la Miséricorde, qui n'a été publié que 2 ans après le décès de son auteur, en 1976, et il était dédié à Barbara et à la maison délabrée qu'elle rebâtit malgré le fait qu'elle soit tombée sur sa plage privée. Commencer l'égir. Égir, substantif féminin, un voyage, notamment lorsqu'il est entrepris pour échapper à un environnement indésirable ou dangereux, ou pour atteindre une destination hautement désirable. 45 rue de la Miséricorde. Dans mon rêve, perforant entièrement ma moelle osseuse, mon vrai rêve j'arpente Beacon Hill, à la recherche d'une plaque de rue, à savoir la rue de la Miséricorde. Pas là. J'essaie du côté de Black Bay, pas là, pas là. Et pourtant, je connais l'adresse, 45 rue de la Miséricorde, et je connais le vitrail du vestibule, les 3 étages de la maison avec son parquet. Je connais les meubles et la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, les domestiques. Je connais l'armoire de Spode, la barque à glaçons en argent massif, où attendent les cubes de beurre, pareils à des dents de géant.
Sur la grande table en acajou, je la connais bien. Pas là. Où es-tu passé 45 rue de la Miséricorde et la bisaïeule agenouillée dans son corset à baleine, priant à voix basse mais avec ferveur devant le lavabo à 5 heures du matin, somnolent dans son fauteuil à bascule branlant à midi et grand-père siestant dans le débarras, grand-mère sonnant la servante du rez-de-chaussée et Nana berçant maman avec une fleur gigantesque sur son front pour couvrir la boucle de quand elle était bonne et de quand elle était et où elle fut engendrée, et dans une génération la troisième qu'elle aura engendrée, moi, avec la semence de l'étranger s'épanouissant dans une fleur appelée hideuse. Je marche, portant une robe jaune, une pochette blanche débordant de cigarettes, assez de pilules, mon portefeuille, mes clés, et âgé de 28 ans, ou serait-ce de 45, je marche, j'éclaire les noms des rues avec des allumettes, car il fait noir, aussi noir que le cuir des morts, et j'ai perdu ma Ford verte, ma maison en banlieue, deux jeunes enfants aspirés comme du pollen par l'abeille en moi, et un mari qui s'est frotté les yeux pour ne pas voir mes tripes, et je marche et je regarde, et ceci n'est pas un rêve, juste ma vie huileuse, où les gens sont des alibis, où la rue est éternellement introuvable. Ferme les persiennes, je m'en moque, verrouille la porte, miséricorde, efface le numéro, arrache la plaque de ma rue, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut lui faire à cet avare qui veut posséder le passé, emporté par un bateau mort et mal laissé, avec seulement du papier? Pas là. J'ouvre ma pochette comme une femme le ferait. Des poissons y nagent. Entre les dollars et le rouge à lèvres, je les sors de là, un par un, et les balance sur les plaques de rue, et je jette mon sac à main dans le fleuve Charles. Puis je réalise mon rêve, et je fais claquer contre le mur en ciment du calendrier maladroit dans lequel je vis mon existence. Et c'est carné, hissé hors de là. Merci Street, rue de la Miséricorde, également Anne Sexton, un poème d'Anne Sexton, le premier du recueil que je vous montre dans quelques secondes. C'est sorti dans le courant de la dernière semaine écoulée, oui, ce mercredi dernier, le quatrième et dernier tome aux éditions des femmes. Bon, ça, ce sera indiqué en les références, comme j'ai dit, c'est en partie description. Merci Street également, ainsi vous êtes fan. Je ne vous apprendrai absolument rien. Peter Gabriel sur l'album So, le plus fameux, pour sûr le plus célèbre des albums de Peter Gabriel, de ses 9 albums solo, je crois. En 1986, l'album So, il vient tout juste de fêter ses 40 ans. Oui, il a 40 ans. En ce mois de mai 2026, et sur So, vous trouvez le morceau de Peter Gabriel dédié à elle, à Anne Sexton. Merci Street, 45 rue de la Miséricorde, le premier poème de ce recueil, auquel, aux éditions, chez l'éditeur, on a donné le titre. Je donne dans son intégralité Lettre d'amour. Bon, le titre général, Lettre d'amour écrite dans un immeuble en feu. On est bien d'accord, Lettre d'amour écrite dans un immeuble en feu. Et en sous-titre, œuvre, vous trouverez, pour vous dire que vous trouverez dans ce recueil
Les œuvres poétiques posthumes d'Anne, qui n'ont été publiées qu'à partir de 1976 ou 1976, de 76 à 78, de 76 à 78. Vous avez un avant-propos de Linda Gray Sexton, une traduction de l'anglais, son nom en partie description. Pardon si je prononce mal, c'est Madame Sabine Hain qui s'est chargée de cette traduction, enfin d'Anne Sexton. Je ne sais pas si la couverture est déjà apparue, je ne crois pas. Imposant. Oui, c'est que dire d'autre. J'aurai l'occasion de vous, les 3 volumes précédents, vous aurez l'occasion de les voir. Oui, ça ne tardera pas. Dans le courant 2026, on aura l'occasion d'y revenir, hein. Vous pouvez commencer par celui-ci, ou si vous souhaitez commencer, faire un, 2, 3, 4, ça vous regarde, vous faites absolument comme vous voulez. Merci Street, écoutez aussi, si jamais entendu. Il est très bon, hein, le morceau de Peter Gabriel. Et je vous ai dit aujourd'hui, nous n'allons pas il n'y en aura pas davantage. J'aimerais simplement, je vais clôturer en faisant observer ceci, renvoyer à votre appréciation, comme je dis toujours. En fait, le patelin du côté de... Oui, elle a vu le jour à Newton, c'était dans la banlieue ouest de Boston, et le patelin pas tellement éloigné, où elle a fait le choix de... où elle nous a faussé compagnie. Un jour, c'était à l'automne 1974, on nous dit que, en guise de patelin, ce serait le mieux sécurisé à l'heure qu'il est. Oui, oui, on le référence de la sorte comme patelin le mieux sécurisé à l'heure qu'il est. Il serait-elle sur le territoire? Oui, patelin le mieux sécurisé à l'heure qu'il est sur le territoire des États-Unis d'Amérique, sans vouloir faire d'ironie ou d'ironie noire, mais ça peut interpeller, frapper l'imagination de celui comme votre serviteur que d'aucuns désigneront de façon avec dédain, vous savez, comme l'amateur de poésie. Hmm. On en reste là aujourd'hui pour Anne Sexton. Et le livre suivant, c'est pas évident à l'introduire aujourd'hui en autant où ce qu'on voit sur le plan, comme aurait dit un philosophe et sociologue bien connu, de plus en plus connu pour sûr, du ludique, marginal. On va insister sur marginal, ludique, marginal et le cas échéant, libidinal, ludique, marginal, libidinal, projeté sur le plan sociétal, qu'on veut imposer pour sûr, si là, à gauche et à droite, comme de façon qu'on s'autorisera dans le chef de votre serviteur à... Oui, on s'autorisera là à voir ça comme sur un mode assez agressif. Et ne pensez pas que le bouquin, d'abord, dites-vous bien, il est de 1800 ou 91, comme chez nous, ou comme chez vous, amis hexagonaux ou d'autres contrées francophones. Il est ce livre de 1891 et il ne nous vient pas du Wokistan machin chose, hein, de chez les éveillés obscurantistes, hein. Non, c'est pas un bouquin qui nous vient du Wokistan dans le genre, ou un livre fluide dans le genre, non. Hmm. Je vous ai expliqué de toute manière, je ne pense pas avoir de compte à rendre dans un sens ou dans l'autre ici sur le plan idéologique, mais je vous ai déjà expliqué comment nous procédons par rapport au choix
de nos livres, hein. Je peux vous mettre en fin de vidéo l'un ou l'autre de nos numéros précédents où, oui, je vous expliquais un peu comment on procédait. Oui, ne vous figurez pas que vous allez voir un livre de ce genre-là, hein, fluide et consort. Mais il faut bien se dire, et oui, là aussi, dans un numéro précédent, vous allez vous dire, on a fait pas mal de choses, hein, dans nos précédents funestes Fred. Si jamais vous nous découvrez, dans l'absolu, si ça peut vous donner envie d'aller en visionner l'un ou l'autre de nos antérieurs de FF, oui, pour la question de la décadence, la barbarie aussi, on avait parlé de barbarie, mais je me souviens, dans la foulée, on avait parlé aussi, ça devait être dans le numéro sur le Jésus Rastaquouère de Picabia. On avait essayé de mettre en balance, Mmh, en vis-à-vis de confronter, voilà, ce qu'on percevait comme décadent il y a une centaine d'années ou davantage maintenant, oui, plus d'une centaine d'années, plus d'un siècle, et ce qu'on le plus souvent perçoit comme décadent de nos jours, hein, mais aujourd'hui, on ne reviendra pas sur cet aspect des choses, c'est simplement parce qu'il me faut vous préciser que, ce bouquin, bon, Heu, vous ne pourrez vous faire réellement une idée pourquoi il y a sur sa couverture le monsieur qui est attifé de la sorte, avec un tutu, comprenez? Un tutu de ballerine. Pourquoi il est attifé de la sorte, le monsieur, et pourquoi tutu, ça donne son titre à ce bouquin, hein? Il faudra vraiment s'y mettre. Il faudra entreprendre la lecture pour, comprendre. Oui, il n'y a pas moyen de procéder autrement. Dites-vous ça déjà, et si je parlais de décadence, c'est que, entre autres, mais j'insiste, entre autres, on peut associer ce bouquin dans son inspiration à ce qui a été désigné comme le courant littéraire décadent, fin de siècle, fin de l'avant-siècle dernier, hein, fin du 19e siècle, ce courant de littérature décadent, et vous devez entendre, quand on vous dit décadent, bon, au besoin, hein, au besoin, c'est décadent, entendez décadent, entre guillemets ou pas, oui, entre guillemets ou pas, décadent, malade, par rapport au canon du classicisme en littérature, du classicisme aussi bien que du romantisme, hein, et nous sortions du 19e siècle, alors aussi bien du classicisme que du romantisme, et aussi de ce qu'on avait appelé, on parlait de Zola dans le numéro précédent, de ce qu'on avait appelé là le naturalisme aussi, par rapport aussi au naturalisme, décadent, malade, par rapport au canon de ces courants-là, et dans une volonté pour sûr de s'en affranchir, de s'en éloigner. Oui, on peut entre autres ce livre, ce tutu, l'associer au courant de littérature dite décadente, fin de l'avant-siècle dernier, et c'est de Princesse Sappho. Oui, rien à voir avec la Sappho qui a vécu, je pense, au Sappho de Lesbos, hein. C'est le même prénom, certes, emprunté, mais rien à voir avec celle qui a dû vivre au 6e siècle, avant notre ère, Sappho de Lesbos. Ici, Princesse Sappho. Qui était Princesse Sappho? Je ne vous le dirai pas. Si ça peut vous motiver, vous donner envie d'aller y voir. S'agissait-il d'une dame, d'un monsieur, hein? Qui était cette princesse? Et je pense qu'au oui, là, au stade où nous en sommes, je peux vous montrer la couverture, hein. Je vous ai, comme on dira, averti.
Le Tutu, Princesse Sappho, et c'est chez cet éditeur détient il y a toute une histoire, il y a un mot de présentation à ce sujet, vous irez le lire si ça vous dit, très, très intéressant, où on explique pourquoi l'éditeur, Tristram, qui est un éditeur qui édite de la littérature, d'action, d'aventure ou de la littérature rare aussi, des fantaisies, mais des fantaisies tout de même, si vous permettez, d'un certain standing, hein, comme ce tutu de Princesse Sappho, c'est l'éditeur, ouais, si je ne l'ai pas encore nommé, l'éditeur Tristram, qui détient le copyright du livre de 1891, et c'est la quatrième édition. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce texte a été découvert en gros, en très gros. On nous dit que ce texte, il a été de 1891, il a fallu attendre les années 60 du siècle dernier, du 20e, pour être retrouvé, mais par un amateur de littérature, là encore, on va dire, qui n'avait pas très bonne réputation. Mettons que, voilà, on ne va rien insinuer de désastreux à son sujet, mais il avait procédé dans la vie des fois, dans le milieu, dans la profession, ça lui était arrivé de se livrer à des petits jeux qui, au bout du compte, ont fait qu'on ne le prenait plus trop au sérieux. Alors du coup, oui, on a pensé, vous avez compris, on a pensé que Princesse Sappho, c'était lui, un autre monsieur des années 60 dont on vous parlera dans la présentation du bouquin. D'ailleurs, je vais vous en lire une partie, mais chaque chose en son temps. Non, ce n'était pas notre monsieur des années 60 et l'éditeur Tristram. C'est Tristram qui l'a. Ils doivent, je pense qu'ils en sont à la quatrième ou cinquième édition, depuis 1900, là, 1900, je dis bien, 91, quand ils l'ont publié chez eux. Et cette nouvelle édition, elle a ceci de bien d'être préfacée par notre amie Chloé Delhomme. Ah oui, Chloé, c'était ce bouquin, oui, elle tenait tout particulièrement à s'exprimer sur ce livre. Alors, juste avant, je ne vais pas vous lire le texte de Chloé dans son intégralité, hein, je le fais exprès, je le dis, hein, vous êtes prévenus. Encore une fois, vous serez avertis pour ça, je n'irai pas jusqu'à la fin, vous ne... Oui, la solution de l'énigme, vous ne l'aurez pas. Pour une fois, vous ne l'aurez pas. Oui, c'est comme ça. Alors, avant d'attaquer le texte de Chloé, je vais lire le titre du tutu ici, le titre du tutu dans son intégralité. On nous dit le tutu Morse fin de siècle 1891. Oui, donc le tutu Morse fin de siècle 1891 avec une planche de musique céleste, s'il vous plaît. Ah ouais. Alors, elle ressemble à quoi cette planche de musique céleste? Va-t-il l'exhiber? Ne va-t-il pas? Non, il ne va pas, votre serviteur. Mais il y a une planche, oui, si vous allez y voir, une planche de musique, si vous faites l'acquisition du bouquin, si... ne serait-ce que si vous le demandez à prêter, avec une planche de musique céleste et une composition symbolique de Binet, un nommé Binet. Et alors, la nouvelle édition de 2026, préface de Chloé Delhomme, et elle a appelé ça, je vais faire une petite parenthèse, elle a appelé ça un objet littéraire non identifiable, un OLNI, objet littéraire non identifiable. Ce n'était, oui, ce n'est peut-être pas, pour moi non plus, ce n'était pas la première fois que j'entendais cette formule. On y revient tout de suite, mais ma parenthèse, c'est que objet littéraire, objet comme objet volant, je suis tombé sur un reportage. Peu importe ici, oui, contexte de guerre, mais peu importe ici le conflit, le cadre, où c'était et quand c'était. Bon, dans un passé assez récent pour sûr, mais je n'en dirai pas davantage. Pour ça non plus, je suis tombé sur un reportage avec des correspondants de guerre et nos amis, à un moment donné, à leur arrivée, ils ont été sur le terrain, là-bas, hein, on était au front, on peut dire ça, ils ont été reçus.
par un objet volant qui parlait, une machine volante et qui les a accueillis en ces termes. Hein, après leur avoir souhaité la bienvenue, la machine avait félicité nos camarades de leur intérêt pour ce qui se passait sur le terrain. Texto, nous vous remercions de votre intérêt professionnel pour ce qui se passe ici. Nous vous remercions de vous intéresser à ce qui se passe ici. Il y a, mettons, 40 ans, à une époque où j'étais, il est vrai, plus friand, assez friand de livres de science-fiction, si on m'avait décrit ce que je viens de vous raconter, si on me l'avait soumis comme ça, texto là aussi, je me serais figuré que c'était tiré d'un des romans de science-fiction que j'aimais lire, hein, surtout en ce temps-là, eh bien, c'est dans un reportage avec des correspondants de guerre sur le terrain. Nous vous remercions de votre intérêt professionnel pour ce qui se passe ici et nous espérons que vous ferez du oui, à la fin, peut-être que je me gourre d'un terme ou l'autre, peu importe ici, mais la machine volante concluait dans les airs et elle concluait: «Nous espérons que vous aurez la possibilité de faire du travail constructif». Oui. Heu, alors, objet volant, objet il était littéraire à sa manière parce que oui, c'est ça que j'avais souligné, avant tout. Un des présentateurs du reportage, juste après l'intervention de oui, le commentaire de la machine volante, le discours de réception, le monsieur du reportage, eh bien, notre reporter, il trouvait que c'était lunaire. Il le qualifiait de la sorte, le discours de réception de notre objet volant, lunaire. Oui, comme Pierrot, le fameux Pierrot lunaire, mais ça, ce sera pour un autre jour. Aujourd'hui, on n'a pas le temps. Encore une fois, chaque chose, trois petits points par lunaire. Comprenez, lorsque vous allez être confronté dans un contexte donné, à un moment donné, à une façon, chez quelqu'un, à une façon de se comporter, ça peut être un discours, une déclaration qui ne cadrera pas du tout avec oui, la somme des attitudes ou des déclarations qu'on est en droit d'attendre dans le dit contexte. On peut définir lunaire, quelque chose de lunaire, un texte lunaire, un discours lunaire de la sorte, et nous ne chercherons pas à savoir à quel degré nos interventions sur cette plateforme, nos posts hebdomadaires sur YouTube, à quel degré on peut les considérer comme lunaires, mais on peut poser la question au sujet du livre de Princesse Sappho, ça c'est sûr, hein. Je pense que ça n'aura rien d'un affront à l'adresse de l'auteur, le mystérieux auteur. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, d'en savoir davantage, mais je ne donnerai pas la solution de l'énigme, hein. La fin du texte, objet littéraire non identifiable par Chloé Delhomme. Oui, ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de vous parler à deux ou trois. Je l'apprécie beaucoup, hein. En 1891, Joris Karl Huysmans. En 1891, Joris Karl Huysmans publie Là-bas, Émile Zola, L'Argent. Paul Verlaine, Chanson pour elle. En Angleterre, le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde sort dans sa version finale. Guy de Maupassant présente Musotte au gymnase. Arthur Rimbaud meurt à Marseille. Et son éditeur, eh bien, son éditeur, Léon Genonceau, retenez déjà bien le nom, hein, retenez-le si vous voulez, ce n'est pas un ordre. Son éditeur, Léon Genonceau, à qui l'on doit la mise en librairie des Chants de Maldoror de Lautréamont, l'année précédente, vient d'ajouter à son catalogue le livre que vous avez aujourd'hui entre les mains. Le tutu de Princesse Sappho est indubitablement le texte le plus étrange qu'il vous sera permis de lire. En suivant les tribulations outrageusement rocambolesques de Maury de Noiroif,
Maury de Noiroif, vous pouvez aussi retenir le cas échéant ce nom, mais oui, je comprendrai, là, c'est déjà un peu plus dur. Maury de Noiroif, ce n'est pas qu'une débauche de personnages saugrenus et de fric, hein. Vous savez, ce terme anglo-saxon, F-R-E-A-K, des personnages, ce n'est pas qu'une débauche de personnages comme ça, de personnages saugrenus et de fric qui va vous être offerte. Ça, c'est moi qui ajoute, il faut bien se le dire, oui, c'est important. C'est un véritable bijou, beaucoup plus qu'une pépite, une œuvre baroque. Barré baroque, j'adore. Barré baroque, une perle tellement tordue qu'elle relève du miracle, de l'inexplicable, de l'inouï. Hmm. Ce qui rend ce texte unique, c'est qu'il porte en lui une multitude de genres et de formes. C'est un roman tellement hybride, genre littéraire. C'est un roman tellement hybride qu'à partir de 1995, on appellera ce type de livre un olni pour objet littéraire non identifié. Le terme a été créé par Olivier Cadiot et Pierre Alfery. Les chercheurs et critiques qualifient volontiers le tutu d'inclassable parce qu'il est impossible de l'inscrire sagement, de le punaiser sur la grande fresque de l'histoire littéraire. Le tutu porte en lui des influences du passé. Il y a du rabelaisien dans son ADN. Celles de son présent sont extrêmement prégnantes. L'ouvrage est gorgé d'esprit dit décadent, imbibé par les auteurs fin de siècle. Mais il est également détenteur de formes, de fulgurances, d'images, de gestes et opinions qui rappellent à la lueur d'une chandelle verte des écrivains issus de son futur proche, voire carrément bien plus lointain. Alfred Jarry, Raymond Roussel, les surréalistes, Raymond Queneau, d'une certaine façon Boris Vian. En 1895, dans la revue L'Imagier, c'était Imagier, je le précise, avec un Y comme Isengrin le loup. Et L'Imagier, dans la revue L'Imagier qu'il tenait avec Rémy de Gourmont, Alfred Jarry a écrit: Il est d'usage d'appeler monstre en tout grand caractère ici, d'appeler monstre l'accord inaccoutumé d'éléments dissonants. Le centaure, la chimère se définissent ainsi. Pour qui ne comprend, j'appelle monstre tout original, l'inépuisable beauté. Le tutu est un monstre qui raconte l'histoire d'un monstre qui en croise d'autres dans un kaléidoscope de potagerie et d'inventivité stylistique entre deux sourires jaunes et des rapages grinçants. L'œil cligne parfois devant l'étonnant éclat poétique d'un bris de phrase ou d'une formule. La manière dont ce livre est venu jusqu'à nous est en soi romanesque, comme en atteste en détail le dossier critique à la fin de cet ouvrage, que vous lirez aussi, de même si le cœur vous en dit. En 1891, Léon Genonceau, alors en fuite, ne peut assurer la circulation du tutu. Il faut attendre 1966 pour que Pascal Piat tombe dessus et 91 pour que grâce à Jean-Jacques Lefrère, les éditions Tristram le publient enfin. J'ai découvert le texte, nous dit Chloé, quelques années après, alors que j'étais étudiante en lettres modernes. J'avais amorcé un mémoire sur la pataphysique chez Boris Vian. Je collectionnais les petits pères Ubu et j'étais une grande fan de la littérature décadente de la fin du XIXe siècle. Ayant passé l'année universitaire à tenter de me supprimer, j'ai été plus souvent interné qu'à la bibliothèque, ce qui m'a amené à me réinscrire en master, et qui alors se prononçait maîtrise. J'ai eu envie de travailler sur le tutu en tant que mosaïque de genre et d'influence littéraire.
Je ne me souviens plus précisément, mais c'était quelque chose comme ça. Le problème, c'est qu'absolument aucun des professeurs habilités à suivre des mémoires de maîtrise dans tout le département des lettres modernes de l'université Paris-Nanterre n'a accepté d'être mon directeur de recherche, pas un seul. La raison invoquée était toujours la même. Ce texte venait de Pascal Piat, c'était plus que probablement un faux. Il faut dire que Pascal Piat avait déjà commis des faux d'Apollinaire, de Baudelaire et de Radiguet. En plus, il avait préfacé et donc rendu crédible le fameux faux de Rimbaud, La chasse spirituelle, en 1949. Ceci dit, sur ce coup-là, il s'était fait avoir. Toujours est-il que le tutu était alors perçu comme louche aux yeux des universitaires. J'ai communiqué avec Sylvie Martigny et Jean-Hubert Galliot, les éditeurs de Tristram, pour obtenir des preuves de l'authenticité du texte, que des éditions originales du Tutu existent, n'a rien changé à l'affaire. Aucun ne voulait prendre le risque d'encadrer des recherches. D'ailleurs, cette princesse Sappho, pas même Jean-Jacques Lefrère, qui pourtant était une sommité, n'avait réussi à l'identifier. Tout dans cette œuvre les dérangeait, issue d'un anonyme, dénué de filiation, étrangement visionnaire au point, par l'invention de son rhinocérosement, de faire penser à Ionesco. Les professeurs détestaient ça. Le terme d'objet littéraire non identifié commençait à circuler. Je me suis accroché à lui, retournant vers ces personnes habilitées à m'encadrer, en argumentant en ce sens. Je me souviens de leurs soupirs, agacement et haussement d'épaules. L'un d'entre eux m'a même recadré. Olni, ovni, vous êtes inscrit en lettres modernes, pas en maîtrise d'ufologie. Il a ajouté quelque chose dans le genre de bonne chance, mademoiselle. Suite à ça, j'ai lâché la fac, comprenant que je n'étais pas des leurs. Aujourd'hui, j'écris cette préface en me demandant encore comment l'existence du tutu en tant qu'œuvre porteuse du passé, de son présent et du futur littéraire est possible, puisque l'on sait que ce n'est pas Léon Genonceau lui-même, mais que Maury de Noiroif et Maurice de Bruneuf, qui étaient de lui assez proches pour peindre son reflet dans un tel miroir déformant, entre deux baraquements de cirque. Qui est Princesse Sappho? Bien sûr, j'entends cette phrase de Boris Vian, la question ne se pose pas. Elle en est absolument incapable, il y a trop de vent. Fin de citation. Oui, la question ne se pose pas. Elle en est absolument incapable. Il y a trop de vent. Trop de vent, un mystère protégé par un puissant cyclone. Qui est Princesse Sappho? Puisque le secret ne semble pas pouvoir être révélé par le fond d'un tiroir, d'un carton bien ficelé ou d'une bibliothèque, puisque les plus éminents chercheurs, les plus acharnés curieux n'ont pas trouvé la clé. Pourquoi ne pas essayer de récolter des indices en employant une autre méthode, radicalement différente et pas du tout conventionnelle? Après tout, je ne suis pas, je ne suis pas dès lors, hein. Et pour tout vous dire, sans avoir votre talent et votre niveau en général, chère Chloé, moi non plus. Pour tout vous avouer au besoin, là encore, je ne suis pas dès lors. Et si vous souhaitez savoir comment elle a fait, quelle était sa méthode, comment, la solution de l'énigme, eh bien, vous irez lire plus loin le texte de présentation du tutu par Chloé. Chloé Delhomme, nouveauté. Oui, c'est dans la catégorie en se contentant de
de ne circonscrire, de ne dire que ça dans la catégorie des raretés tout de même. Là aussi, hein, des événements, dans le courant de l'année, livresque 2026. Je vois qu'on est dans les temps. C'est parfait. Si vous avez tenu jusqu'ici pour notre numéro 83, eh bien, j'aimerais revenir sur les 2 auteurs dont il était question dans le 82, Zola et Jacob, et Émile Zola et Max Jacob. C'est au sujet de Zola, je ne vous avais pas précisé, quand je vous ai présenté Travail, qui vient enfin, on l'a enfin en folio, Travail, le deuxième volume des 3 que Émile eut le temps de rédiger, de son dernier cycle des 4 évangiles. Travail enfin disponible en folio. Non, il est sur mon bureau, il est trop loin. Je ne peux pas le remontrer. Si vous l'avez manqué, c'est pas interdit de visionner. Vous pouvez faire des tranches, car oui, il était plus long, nettement plus long que la moyenne, hein, le numéro précédent. Vous pouvez procéder, par tranche, hein, sans faire de procédés stylistiques, décadents ou pas, sans ambitionner dans ce registre. Mais ce n'est pas interdit, vous pouvez faire des tranches avec moi, vous pouvez faire des tranches avec votre funeste. Non, il est trop loin pour vous le remontrer, mais il y a un élément, dans son texte de présentation à lui, le monsieur Noiret, qui s'est occupé de la présentation là de ce travail de Zola, il faisait aussi observer que stylistiquement, justement, dans son lyrisme, quand il écrivait dans les 4 évangiles, Zola, stylistiquement, il faut se dire qu'il est beaucoup plus proche de ce qu'il faisait à l'intention, à l'adresse des planches. Comprenez ici dans ce que fut sa longue et fructueuse collaboration avec son contemporain, le compositeur, par trop oublié, j'ai envie de dire tout de même, Alfred Bruno. Merveilleux compositeur français, Alfred Bruno. Il devait être de plus d'une quinzaine d'années le cadet d'Émile. Il lui a survécu aussi un joli petit paquet d'années. Décédé aux alentours de 1934, Alfred Bruno. Oui, vous savez, j'aime bien montrer des CD audio, j'en ai retiré 2 de ma oui, un CD audio de ma CD-Tech, et on va commencer par là, ça je n'aime pas m'encombrer de superlatifs, mais pour sûr, ce dut être l'un des plus beaux enregistrements en musique classique, en musique sacrée, hein, grande musique, si vous voulez, musique savante, musique sacrée, ça ira comme ça, en musique sacrée, sortie dans le courant des 15 dernières années. Le Requiem de Bruno, oui, et ça a été enregistré cet album vers 2012 chez nous par les exécutants, l'orchestre du Théâtre Royal de la Monnaie. Le Requiem d'Alfred Bruno, les musiciens et les chœurs de la Monnaie à Bruxelles, sous la direction pour maestro Ludovic Morlot, et pour les voix, vous avez, oui, elle est très 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 bien, hein, Mireille Delunch, hein. Il n'y a pas qu'elle, mais bon, pour épingler une sommité, voilà, hein, la star, hein, qui est un nom tout de même de cantatrice assez connu. Vous avez Mireille Delunch, hein, et pour ne pas faire de jaloux, vous avez aussi donc Mireille soprano et mezzo soprano. Vous avez Nora Gubic. Vous avez pour ténor, oui, les 2 messieurs. Il y a Edgaras Monvidas et Jérôme Varnier, respectivement ténor et basse, et sur le même album, je le montre. Sur le même album, c'est assez rare, et donc je le dis car c'est tout de même assez rare, ça ne court pas les rues, la symphonie Péléas et Mélisande de Debussy. Mmh. Tiré de l'opéra de Debussy, Péléas, bien sûr, mais c'est pas très courant ça, cet opus entièrement instrumental, la symphonie Péléas. Claude Debussy s'est joint au Requiem
d'Alfred Bruno. Bruno, il a fait du... Oui, fatalement, vous venez de le voir, il a fait du sacré comme il a fait du profane sur le plan philosophico-politique, politico-philosophique. Il était assez proche de Mimile, hein, et on dit de Bruno qu'il a été l'un des premiers à introduire des... On se contentera aussi de dire ça à son sujet aujourd'hui, pour ce qui était d'introduire des thématiques ouvrières, des gens du peuple, comme protagonistes des opéras. Et je parlais d'une collaboration fructueuse, Alfred Bruno et Émile Zola, sur Messidor, comme sur Naïs Micoulin, ou encore sur l'attaque du moulin des opéras, ou des, oui, des spectacles scéniques qui connurent pour sûr le succès en leur temps, un peu tombé, hein, comme je l'ai dit, dans l'oubli, mais il y a ce CD qui a été mis sur le marché. Ça devait être à la fin oui, à la fin du siècle dernier, du 20e, un CD fin de siècle à sa manière, pas mis sur le marché par l'international Naxos, hein, vous auriez reconnu déjà de loin. Alfred Bruno, oui. Là-dessus, vous avez toutes ces belles partitions tirées des pièces, des pièces musicales ou des... Comment disait-on en fait? Le matériel musical à l'intention de la scène, dans le registre. Il y a une expression comme ça, je le mettrai en partie, pas en partie description, mais en partie comment, comme je fais volontiers pour quand j'ai des trous, que j'estime qu'il y a l'un ou l'autre élément qui m'a échappé, que j'ai oublié. Oui, ce sont des pages absolument admirables. Je ne veux pas m'encombrer de superlatifs, mais c'est qu'on devrait, il serait temps, au besoin, hein, si vous estimez que vous n'avez pas à entendre ce que je dis, tant mieux, hein, mais au besoin, il serait grand temps de s'activer pour écouter davantage, redécouvrir, écouter sur une plus large extension la musique française que l'Hexagone a tout de même des fois un peu rechigné à vouloir mettre en avant, hein. On ne va pas sortir le oui, nul, né, pro, 3 petits points, mais bon, il est grand temps. Alors, vous pouvez écouter Alfred Bruno, comme vous pouvez écouter Jules Massenet, hein, les opéras moins connus de Massenet, dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler aussi. C'est un très très bel album, ce Naxos, et c'était sous la direction de James Lockhart. C'était l'orchestre philharmonique de Rhénanie-Palatinat, et sans vouloir faire de commentaires désagréables, de déductions par rapport à quelque chose, oui, hein, des éléments qu'on a dit il y a un instant, ben, c'était chez nos amis allemands à une époque, cet ensemble teuton s'était activé, lui, à enregistrer volontiers pour la première fois, en première mondiale, comme on dit, toute une série d'opus de musique française, hein, et c'était très bien comme ça. On est très content de les avoir. Et Bruno, depuis, a également été joué en France. Vous trouverez, il y a de très belles vidéos avec des extraits d'œuvres lyriques sur des paroles d'Émile, hein, sur des paroles de Mimile, notamment lors de l'Ariège, Messidor, oui, Messidor, on appelle ça comme ça aussi, l'histoire de lors de l'Ariège. Et vous pouvez aussi vous demander, notre amie cantatrice, oui, une autre amie cantatrice, Véronique de Véro, oui, Véronique Jans, Véro, elle a enregistré il y a quelques années un fragment lyrique de Bruno, vous m'en direz des nouvelles. Vous me demandez par Véronique Jans, Geneviève. Alfred Bruno, Geneviève, et si vous n'avez pas au bout d'un moment la sensation d'être au paradis, votre serviteur n'a rien pris avant d'enregistrer, voilà,
café noir et cigarettes en vente libre. Rien d'autre, tabac légal en vente libre, absolument rien d'autre. N'allez rien imaginer, mais si vous n'avez pas la sensation, à un moment donné, comme de planer, de vous sentir du côté du paradis, d'Asgard, de quelque pardès, absolument là où vous voulez, où vous allez vous situer. Ça, c'est pour faire la transition avec Max. Ah oui, comme on est revenu sur Émile, on va revenir sur Max. Max Jacob, nous parlions de ce livre, hein, difficile à présenter, hein, sur l'histoire de Max Jacob et le jeune SS. Je ne reviens absolument pas là-dessus aujourd'hui, mais c'est que depuis, nous avons cité de très bonnes et très belles cantatrices dans notre numéro, plus d'une, déjà, Mireille, Véro, et c'est que Felicity nous a quittés dans le courant de cette dernière semaine. Felicity Lot, Dame Felicity Lot, et qui, dans sa perfide Albion, pour sa part, aura été l'une des plus francophiles pour ce qui était d'enregistrer. Oui, c'est l'une des grandes dames lyriques de la perfide Albion. Elle figure parmi celles qui auront enregistré le plus d'opus pour enregistrer des mélodies, hein, pour le dire comme dans sa langue à elle, ici on peut des songs. Elle en a enregistré pas mal, entre autres de Francis Poulenc, hein, et histoire de rendre hommage à Felicity, qui était en plus de ça tout de même drôlement sympathique, hein. Oui, je trouve. Elle a enregistré de Max Jacob, il y a un opus entièrement sur des vers de Max Jacob de Francis Poulenc qui a été gravé à un moment avec la voix de Felicity. Il y a pour poème de Max, il y a Chanson bretonne, Cimetière, La petite servante, Berceuse et Souric et Mouric. Hmm. Oui, ça s'appelle tout simplement, ça s'appelle Cinq poèmes de Max Jacob. Interprète Dame Felicity Lot. Et pour terminer aujourd'hui, eh bien, ça ne fera pas partie de cet opus mis en musique par Poulenc, par Francis. On va se rendre, oui, un texte extérieur à cet opus. Mais si j'ai pu vous donner là encore, tant mieux, hein, envie d'aller écouter le Max Jacob Poulenc Felicity. Hein, ça fait du beau monde et là encore pas mal de plaisir extrêmement intense pour les oreilles. On va pour notre texte de clôture, on va dans le recueil de la NRF en poche de poésie des derniers poèmes de Max. Oui, dernier poème en vers et également en prose. Je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en dépit des, de circonstances de vie personnelle dont je n'ai pas à vous entretenir, qui ne justifient pas non plus quelques laissés-aller. Si jamais vous avez estimé que c'était le cas dans le cadre de ce numéro, j'espère tout de même pas. J'ai fait de mon mieux en regard. Oui, la chaleur aussi ne m'aidait pas pour tout vous avouer. Alors ça s'appelle le texte de clôture. J'ai choisi ce texte à la Vierge de Saint... C'est là qu'il résidait à la fin de sa vie, Max, à la Vierge de Saint-Benoît-sur-Loire, dans les derniers poèmes de Max Jacob. Permettez une seconde. Je vais également prendre une petite gorgée. Voilà, je reviens. Et donc, j'ai choisi à la Vierge de Saint-Benoît-sur-Loire, poésie intense aussi, d'où le temps de marquer, oui, un petit peu la distance. Et le nazaréen qui arrive tout au bout de ce texte, je ne prononcerai pas le nom du nazaréen, non pas
en raison de convictions personnelles, absolument pas par respect, voyez-vous, par respect pour les personnes qui y croient, tout simplement. Et là non plus, pas besoin d'en rajouter. Donc je ne prononcerai pas le nom du Nazaréen qui se trouve à la fin du dernier vers de Max. On laissera aussi oui, comme on a dit tout à l'heure, en suspens. Merci à vous de m'avoir suivi. On se retrouve pour... Oui, dès que la chose sera possible. Merci à vous encore une fois pour votre compréhension. On se retrouve dès que possible pour un numéro 84. Hiver des fleuves lents allés. Hiver des fleuves lents allés d'une rive à l'autre incertaine. Terre au jardin n'a plus de veine, dure et sans bruit près des allées. Sourde ta voix appelle en plaine le passeur de Loire étalé. Grasse langue de vivre vaine quand sable et saule l'ont onglé. Passeur d'Achéron, ta pirogue, où est-elle, passeur des morts, et ta houlette quand tu vogues, dont s'éveille le flot qui dort? Qu'importe le grand train du fleuve, vague en bosse, en lacis gourmand passeur, que la terre soit veuve de ce qui n'est coudre ou sarment. Qu'importe le grand train du fleuve, vague en bosse, en lacis gourmand passeur, que la terre soit veuve de ce qui n'est coudre ou sarment. Passe-moi, passeur, ma promise mignonne vierge à Saint-Benoît, m'attend dans ce coin de l'église, et l'enfant Dieu qui met un doigt au bec, pardon, au bec de l'oiseau, et l'enfant Dieu qui met un doigt au bec de l'oiseau qu'il dessert. Chétif, mon luth ne peut chanter le docte regard de la pierre, dont humble est le mien, aimanté, si bien qu'il n'est femme de chair près du marbre dont je suis dupe, point d'enfant qui me reste, chair de maison qui me préoccupe, suffit d'aimer. Qu'un autre écrive, si c'est Momol, Charles, Alcuin, ou quel sculpteur te fit captive pour l'éternité dans ce coin? Souffle, Borée, pousse, Notus, le passeur des ondes mauvaises, qui sentirait gel ou mésèse sur le fleuve qui mène à 3 petits points. Max Jacob, merci à vous.